Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 232. C'est la reprise du MotoGP après la trêve estivale et on va parler ensemble du 12e Grand Prix de la saison du côté de la Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Et pour ce faire, aujourd'hui, je retrouve mes acolytes Thibaut et Nico. Comment ça va les garçons ? Salut Ophélie. Bah écoute, ça va très bien. Salut Ophélie, salut Thibaut. Ça fait longtemps les gars, on va peut-être être un peu rouillés pour cet épisode, mais promis, on va faire au mieux. Mais oui, y a pas de raison. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas la moto. Ça, je suis pas certaine, mais on va passer tout de suite au Moto 3 et on va voir ça tout de suite. Du côté du Moto 3, il y a eu quelques petites news pendant la trêve. La première, attention, vous connaissez ma prononciation des noms de famille. Il y a Leonardo Abruzzo qui remplace Ruchet Modley chez Boé. On a aussi David Gonzalez, encore un Espagnol, qui remplace David Munoz chez Intec GP. Et alors, celui-là, Thibaut, si je n'y arrive pas, je te laisserai la place pour dire son nom. On a Katisak Shinapong. Vraiment, désolé les Thaïlandais. Ouais, mais alors celui-là, vraiment, vous me faites pas de cadeau. Qui remplace Zen Mitani dans l'équipe Ondia Asia. Et au niveau du mercato, on a aussi Valentine Perronnet qui va quitter Tech 3 en fin de saison pour MSI et qui passera en Moto 2 dans cette équipe en 2028-2029. Donc, ils vont un peu large. Et surtout, pour continuer avec le Moto 3, on va parler qualif. C'est Scott Ogden qui a pris la pole position à domicile devant Kroukas et Perronnet. Et on a un doublé du coup pour l'équipe CIP qui, on le rappelle, est basée à Alès et qui est gérée par Alain Bronek. Et on a aussi Perronnet qui est chez Tech 3. C'est important de le notifier parce que c'est assez rare qu'on puisse parler de la France et des teams français en Moto 3. Donc on en profite cette fois. Et puis vous posez sûrement la question Thibaut et Nico, où est Kiles ? Kiles s'est pris un gros high side et il s'est fracturé la clavicule. Un peu trop fan de Bezzecchi, je pense. Il prend exemple. Et du coup, il était forfait pour le Grand Prix. Il s'est fait opérer le dimanche à Madrid. Du côté de la course, il s'est passé quelques petites choses, mais c'est Almanza qui vient prendre la victoire devant Carpe et Perronnet et viennent compléter le top 10. Fernandez, Esteban, Kelso, Salmela, Oshii, Pratama et Bertele. Il y a eu pas mal de chutes aussi, on en a eu 6. Et au classement, on a évidemment Kiles qui garde la tête du championnat avec 231 points, Carpe avec 146 et Almanza avec 134. Thibaut, qu'est-ce que tu peux retenir de ce Grand Prix Moto 3 ce dimanche ? Ouais, la principale information, c'est la chute de Maximo Kiles, forfait, opéré de la clavicule. Donc, il a de la chance, on va dire, le prochain GP est dans 3 semaines, donc il pourra quand même se remettre. Et il a de la chance parce que il avait 100 points d'avance, donc sur le deuxième du championnat. Donc, sa grosse avance obtenue depuis le début de saison va peut-être un peu le sauver. Parce que là, même s'il revient à la prochaine course, il ne sera peut-être pas à 100%. Mais bon, voilà, au moins qu'il laisse de ce côté-là, il a eu de la chance dans son malheur, c'est d'avoir autant d'avance au championnat. Oui, puis au final, ça laisse quand même la place à Almanza, lui, d'aller remporter sa deuxième victoire après la Thaïlande. Une belle victoire d'ailleurs, victoire méritée après les blessures qu'il a pu subir. Il a quand même une moto qui est au-dessus des autres, si on doit quand même noter un point le concernant, Nico. Ouais, sur ce week-end, il a vraiment une moto qui avait plus de vitesse que les autres. L'équipe bosse bien, hein. De toute façon, il est dans une des meilleures équipes dans les catégories intermédiaires. C'est rigoureux, ça bosse très bien chez Intec GP. Et on sait que l'équipe est capable d'amener des pilotes au plus haut niveau et à performer. Donc Almanza le montre bien et alors qu'il a loupé des courses, il est toujours en position d'être vice-champion.
parce qu'il est pas si loin hein, de notre ami Alvaro Carpi, il est qu'à 12 points de lui. Voilà, bonne dynamique pour Almansa, il entame très bien la deuxième partie de saison, donc à suivre parce que je pense que ça va être intéressant pour lui et pour son équipe. Ouais, clairement. Et puis, comme tu parlais de Carpe qui a été très régulier une nouvelle fois, 8 fois dans le top 4 sur 12 courses, c'est quand même à noter. Thibaut, on a aussi Adrian Fernandez qui fait la course au point pour ne pas finir tout en bas du classement après les péripéties qui lui est arrivé en début de saison. Ouais, bah Fernandez, bon, pour rappel, les 8 premières courses, on lui a retiré tous ses points. Depuis, bon bah comme depuis le début de saison, il est aux alentours du top 5, donc là il est quatrième. C'est la meilleure Honda et de loin. Tu disais tout à l'heure que Almansa avait la meilleure moto, mais c'est tout simplement KTM est quand même largement au-dessus des Honda dans cette catégorie depuis plusieurs saisons. Et c'est vrai que pour Fernandez, il souffre quand même face au KTM, mais il est quand même toujours régulier. Et c'est un pilote, on sait qu'on verra sa moto bleu ciel dans les meilleurs. Oui, clairement. Et puis s'il avait pas eu les histoires autour de soi-disant, on va mettre des guillemets puisqu'on ne sait pas, triche en début de saison, il serait aussi bien plus haut dans le classement au général, vu les performances dont il fait preuve ces dernières courses. En parlant de performance, on peut parler de contre-performance aussi. On a parlé du CIP qui se retrouve avec une course catastrophique puisque les deux pilotes sur les deux premières places de la grille chutent en un tour. Plus de pilotes. Nico, c'est quand même une grosse déception pour le team. Oui, c'est le CIP, c'est compliqué effectivement. On se demande même c'est ce qu'ils peuvent dire en débrief. Bah, à part, c'est la merde. On a raté une grosse occasion de marquer des points, de faire et d'avoir un beau bilan. C'est quand même ouais compliqué de justifier un bilan pareil. Surtout qu'Ogden était quand même chez lui, première ligne, donc il y a quand même une possibilité de briller à domicile et de faire une belle perf. Bon, c'est pas de chance en plus, hein, les deux, voilà, un F-side pour Ogden, assez violent d'ailleurs, et Croussès qui se fait accrocher. C'est assez terrible hein, comme bilan pour cette équipe. C'est quand même pas une grosse équipe, c'est pas une équipe qui a énormément de moyens. Donc quand ils peuvent briller, être devant, c'est quand même des occasions importantes à saisir. Là, c'est pas le cas, c'est regrettable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis c'est dommage vu la possibilité qu'ils possédaient en début de course pour aller faire de belles choses ce week-end. Thibaut, pour finir avec le Moto 3, dans les personnes un peu décevantes, si on peut utiliser ce terme, c'est Guido Pini. Ouais, Guido Pini, c'est catastrophique là depuis quelques courses. Sur les 7 derniers Grands Prix, il a marqué 5 points. C'est un pilote en début de saison, on le voyait dans les outsiders. On rappelle, l'an dernier, il a quand même gagné une course pour son année de rookie. Alors, il était chez Intact GP, donc sur une KTM, là, il est passé sur Honda. Et en fait, il n'y arrive tout simplement pas. Donc, on parle aussi par rapport à sa taille, comme il est grand, il a un peu de mal avec cette Moto 3. Mais là encore, il termine à plus de 20 secondes. Mais Pini, c'est quand même la très grosse déception. Oui, puis même en début de saison, il a même gagné, c'est vrai. Il a gagné aux USA. Mais depuis cette course-là, il a quasiment pas marqué de points. C'est ça, il avait fait 2 belles P5 de mémoire. Après, c'est toujours en dessous du top 15. Est-ce que ça correspond pas justement à ce dont on parlait sur Fernandez qui essaie de rattraper autant que possible les points qu'il a perdus suite à à l'annulation de ses résultats à cause d'irrégularités sur les moteurs? Est-ce que la dégringolade de Pini, sans rentrer dans la théorie du complot, hein, mais est-ce que ça colle pas avec ça justement? Mais peut-être parce que les 4 premières courses, il termine 2 fois 5e, il gagne une fois, et une fois il fait un résultat blanc, et depuis, il a marqué 5 points. Et Fernandez, lui, bon, il était quand même très souvent devant en début de saison. Depuis qu'il s'est fait pénaliser, donc Pini n'a marqué que 5 points. Fernandez, bon, lui, il en a quand Tu même veux marqué dire que plus. le moteur de Pini n'était pas le bon? Et peut-être que le moteur de Pini, il s'en est bien sorti, mais qu'il y avait quelque chose quand même. Hein. C'est ça, c'est que quand même depuis cette affaire-là, on voit que Fernandez arrive à s'en sortir. Alors il a beaucoup plus d'expérience, hein, il est beaucoup plus âgé,
Et on voit que, à contrario, Pini, c'est quand même compliqué de relancer la machine et de se remettre dans une dynamique où il est performant et où il joue les premiers rôles. On voit il est nulle part. Alors qu'en début de saison, avant tout ce scandale-là de moteur possiblement ouvert alors qu'ils sont censés être cédés, etc. pour recontextualiser. Pini était quand même pas mal, assez régulier, une victoire, vous l'avez dit, et que depuis, il met plus une roue devant l'autre. Donc, Il y a quelque chose à creuser, mais de est-ce toute qu'il y a façon, un lien de cause à effet? Ouais, je sais pas. bon, c'est une question qui restera évidemment sans réponse à notre niveau. On va passer au Moto 2. Puisqu'il y a quelques petites choses à dire. On a vécu une course qui nous a rappelé des petits traumas en MotoGP. Tout d'abord avec les news de la trêve. La première, c'est que Alonso Lopez est enfin de retour après 3 grands prix d'absence. Barry Baltus, lui aussi, est de retour après avoir loupé 2 courses. Et surtout, une information qui, moi, m'a mis en joie. Je sais que toi, Thibaut, elle t'a laissé perplexe et dans l'incompréhension. C'est que du côté des transferts pour 2027, Celestino Vietti part chez Aspar, tandis que Colin Weiger reste chez Ajo. Mais l'Italien a encore fait bonne pioche puisqu'il enchaîne les meilleurs teams côté Moto 2. Encore une fois, on ne l'explique pas puisque ses résultats ne reflètent pas cette position, mais De en tout cas, l'objectivité sur Celestino Vietti. Oula. ça m'arrive parfois. Un peu moins sur Bezzecchi, mais sur Vietti, bon. Vu le mercato en Moto 2, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas en ce moment que on n'est plus à ça près. C'est vrai. Non, mais Vietti, pour rebondir sur Vietti, moi, oui, je ne comprends pas parce que, alors j'ai toujours assez bien, apprécié ce pilote et je me disais tout le temps, il peut aller en MotoGP, mais ça fait 3 ans, en fait, qu'il stagne complètement. Alors oui, il va toujours gagner 2 courses. Alors cette année, il ne les a pas encore gagnées. On attend l'Autriche. C'est un peu un Aaron Canet des dernières saisons. On savait qu'il allait toujours être plus ou moins présent dans le top 5. Vietti, bon, ça dépend les courses quand même, mais il ne sera pas champion du monde. Voilà, et c'est ça en fait. Non, Et j'ai du mal à comprendre Aspar, qui est une équipe en plus espagnole, qui avait 2 rookies. Ça a bien fonctionné avec ces 2 rookies. Ils auront sûrement Quiles l'an prochain. Pourquoi prendre Vietti? Alors il a l'expérience, mais bon, c'est très spécial. Ouais, moi j'ai une justification, c'est la qualité du management de la VR46, parce que vraiment ils arrivent à recaser des pilotes dans des bons teams, même après des saisons moyennes. Je sais pas comment ils font. Franchement, c'est à étudier en école de management, d'arriver à placer des pilotes. Non, mais moi je me demande aussi avec le Junior GP, est-ce qu'il n'y a pas un pilote italien de la VR46 Academy chez les jeunes en Moto 3 Junior GP, et Aspar va le prendre et on lui a dit écoute, on te donne ce pilote-là, par contre tu nous prends Vietti aussi en Moto 2. Ouais, peut-être. Des accords, un peu des accords comme ça pour le futur aussi, et pas que pour la saison prochaine. C'est possible, mais c'est certain que le management de la VR46 est exceptionnel par rapport à d'autres managements. Il y a pas de débat là-dessus. Et beaucoup iront parler de la mafia de Rossi, etc. Je pense que ça va au-delà du nom de Rossi. Je pense juste qu'ils sont très très forts sur leur manière de vendre leurs pilotes. Si t'enlèves Antonelli et Mignot, ils ont réussi à replacer tous leurs pilotes quasiment. Et puis Antonelli, ils l'ont quand même placé pendant 10 ans. Hein. Non, mais c'est ça. Enfin, tu regardes Boulega, si les négociations se sont très bien passées avec Ducati, c'est pas uniquement non plus pour ses talents, bien qu'il soit très fort et qu'il mérite sa place. Ça va au-delà de ça. C'est tout un ensemble et tout le clan italien est très très bien géré en moto en tout cas. On va passer à la course. Du côté des qualifs, on a eu une pole position pour Izan Guevara devant Alonso Lopez, qui revenait de blessure, comme je l'ai dit, et on a Gonzalez, puisque c'est le nom qui retentit le plus dans la catégorie en ce moment, qui part 4e. David Alonso, lui, est seulement 19e pendant les qualifs. Et du côté de la course, on a un Philippe Salac qui est venu s'imposer devant Ortola et Eskrig. Et pour compléter le top 10, on avait Holgado, Guevara, Lopez, Munoz, Honshu, Baltus et Garcia. Et on a eu des noms classés qui sont Arbolino, Canet et Weiger. Côté championnat du monde, on a Gonzalez qui est toujours en tête du championnat avec ses 197,5 points face à Guevara avec 155 et Ajus avec 136. Donc il y a toujours moyen d'aller gratter la deuxième position
au championnat, voire même le titre si Guevara nous fait des choses exceptionnelles. Thibaut, on disait avant d'enregistrer que cette course avait été très intéressante sur plusieurs points. Ouais, c'était une très belle course dans du top 5. Jusqu'au dernier tour, on ne savait pas qui allait gagner et qui allait être sur le podium. On a en plus un Manuel Gonzalez qui fait une très 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 grosse boulette. Mais oui, c'était la plus belle course du week-end. Avec la première victoire de Salak en mondial, Nico. Ouais, complètement. Salak, il confirme, hein, il était sur une très bonne dynamique sur les dernières courses. Très solide et très consistant et puis opportuniste aussi, hein, parce qu'il a su aussi bien se placer et profiter de l'erreur de ses adversaires. Moi, j'ai quand même un mot pour mon chouchou parce que j'aime beaucoup Gonzalez. J'ai beaucoup de peine pour lui parce que c'est horrible. Ça me fait penser, tu l'as dit à notre bon vieux Alèche, hein. Et puis en plus, le pire pour lui, c'est que ça arrive au pire moment parce que il fait une course qui est parfaite, où il fait vraiment preuve de son intelligence de course et de sa capacité à gérer, et au final, bah non, hein. Enfin si, mais moins un tour, quoi. Ça arrive au plus mauvais moment possible, où il a du mal à trouver une place en MotoGP, alors que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il mérite. Son manager peut dire bah ouais, mais vous savez, où il est intelligent, ouais, mais il est intelligent à moins un tour de la fin, quoi. Moi, j'arriverai jamais à comprendre comment tu peux t'arrêter un tour avant la fin, alors que personne ne s'arrête et que c'est pas comme s'il était tout seul devant. Il y a pas de drapeau à damier. Le drapeau à damier, il est quand même. Enfin, maintenant, t'as le mec qui agite le drapeau, t'as des drapeaux électroniques. Personne ne s'arrête. Il y avait pas de raison de s'arrêter pendant cette course. Mais il a pas vu si derrière les autres s'arrêtaient. Il est passé premier, donc lui, il a commencé à couper. Après, c'est pas non plus comme toi, c'était tu parlais d'Aleix Espargaro, qui lui était même sorti un peu large dans le premier virage et célébrait. C'était vraiment aperçu après, au bout de 200 mètres, que la course n'était pas finie. Là, Gonzalez, tout de suite, au bout de 30 mètres, il s'aperçoit qu'il est doublé et il repart. Mais par contre, là où il a vraiment pas de chance, c'est que comme Holgado le percute au niveau du pot d'échappement, et donc son pot est complètement tordu, tous les virages à droite, il ne peut plus les prendre. Si Holgado ne le touche pas, il se retrouve 4e et il peut encore jouer le podium, voire la victoire, en repartant. Sauf que là, il termine 14e ou 15e parce qu'il ne peut plus tourner et il perd 20 secondes dans le dernier tour. Ouais, il termine 14e, que c'est une erreur de débutant qu'il refera pas. Non, j'espère pour lui. Il apprendra de ses erreurs, mais effectivement, c'est embêtant pour tout le mercato qu'il y a autour de lui. On a eu aussi Eskrig qui fait son premier podium du coup ce week-end sur une forward, qui a fait une très belle course lui aussi. Et puis on a Ortola dans les pilotes à noter quand même ce week-end en Moto 2, qui est encore sur le podium. Il est 4e du championnat, c'est son 3e podium sur les 4 dernières courses. Il commence petit à petit à faire sa place. Et à installer une dynamique intéressante le concernant. Par contre, vraiment très 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 décevant, c'est Alonso qui finit 21e, qui termine très loin. Lui qu'on avait vu revenir un petit peu et commencer à prendre ses marques sur ses dernières courses, Nico. Ouais, Alonso nulle part, hein. Il y a pas d'autre mot. De tout le week-end, hein. Il a galéré pendant tout le week-end. Et c'est vrai que finalement c'est son passage en Moto 2, puisqu'on va en parler après pour dans les transferts. C'est décevant parce que il a tellement emplâtré tout le monde sur sa saison de Moto 3 qu'en fait on s'est dit à la limite, il y aura une saison de transition, et la deuxième saison, il va emplâtrer tout le monde, un peu comme ce qu'avait fait Acosta avant lui. Et en fait, pas du tout. Il a beaucoup de mal. C'est un peu en demi-teinte. Alors après, c'est une catégorie qui est assez spécifique. Quelqu'un comme Quartararo, par exemple, a eu du mal aussi en moto 2. Et puis dès qu'il arrive en MotoGP, il a performé. Donc c'est tout ce que je souhaite à Alonso, mais c'est vrai que il est pas là où il était attendu, je pense. On a l'impression en fait qu'il n'a pas spécialement progressé par rapport à l'an dernier. Donc après là il est en dehors du top 15. C'est la 4e fois depuis le début de saison, 2 fois de suite. Mais quand en fait il termine les courses dans les points, il est toujours dans le top 5. Ouais, il y a quand même ça à noter.
Alors il a qu'une seule victoire et que 2 podiums sur 12 courses, ce qui est pas assez. Mais aujourd'hui, Alonso, on va dire, en moyenne, à peu près, il termine 5e, 6e des courses. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup progressé par rapport à l'an dernier. Et comme tu disais, on pouvait penser qu'il allait passer un cap, mais en fait, c'est pas le cas. Non, et pourtant, on a quand même des teams au final qui misent sur lui, qui veulent le voir monter en MotoGP, etc. Oui, Donc, parce qu'il est talentueux. On oui, sait c'est qu'il est ça. talentueux. Après, on en a vu des pilotes qui passent Moto 3 incroyables, Moto 2 en dents de scie et qui finissent en MotoGP et qui sont très bons. Enfin, on a vu des mecs comme on a quand même passé beaucoup de temps à remettre en question le choix de faire passer Aldeguer en MotoGP, alors que c'est pas du tout le même talent. Donc je pense qu'effectivement c'est pas un risque surdimensionné de tester Alonso en MotoGP. Le temps tourne, les garçons, donc on va passer tout de suite au MotoGP justement, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire déjà du côté des news. Alors ça, on aurait pu le dire au début de l'épisode, mais c'est pas grave, vous prendrez quand même l'info. La Thaïlande est confirmée pour être la 3e fois consécutive leur round d'ouverture du MotoGP, avec l'annonce pour l'année prochaine en 2027. Normalement, le Qatar devrait reprendre sa place habituelle en 2028. Et à côté de ça, il y a eu plein de choses du côté des concessions. Alors, on reviendra plus en détail dessus quand on aura fini la saison, c'est-à-dire dans 6 mois. Mais Ducati a perdu un rang de concession et passe en rang B, alors qu'Aprilia en gagne un et passe en B aussi, tandis que KTM reste en rang C. Et puis Honda, qui était passé en rang C en début d'année, repasse en rang D et retrouve Yamaha. Bref, c'est le jeu des chaises musicales dans les concessions pour les pilotes, pour les teams, pardon. Et du côté des pilotes, une nouvelle qui nous donnait un peu d'espoir de le revoir revenir un peu à un meilleur niveau. Finalement, on a vu que ce week-end c'était pas simple. C'est Bagnaia qui s'est fait opérer durant la trêve estivale du syndrome du canal carpien, qui visiblement a pris le temps d'avoir une convalescence pendant l'été, mais ça n'a pas suffi. Et puis il s'est passé beaucoup de choses, Thibaut et Nico, sur le mercato. On attendait des infos, on les a enfin eues. On s'en doutait un peu. Fabio Quartararo a été annoncé dans le team HRC pour 2 ans. Et du côté du HRC aussi, on a David Alonso, mais on ne sait pas encore s'il ira chez LCR ou dans le team officiel. Ça va se jouer avec Moreira. Donc on a un line-up complet entre Moreira, Alonso, Quartararo et Zarco. Ce qui me fait réaliser qu'on aura les 2 Français dans le... C'est ce que j'allais dire, ouais. Les 2 Français sont sur la même marque. Donc si ça passe ou ça casse, on aura peut-être une saison française où on aura envie de voir toutes les courses en 4x4 tous les week-ends. Et puis du côté du mercato, on a aussi Fernandez qui prolonge de 2 saisons avec Trackhouse. Alors on n'est pas vraiment étonné, il va évidemment perdre son coéquipier Ogura qui lui part chez Yamaha avec Martin, mais c'est assez évident de rester quand on voit ce qu'il fait avec le manufacturier. Et puis pour le week-end en lui-même, on a Zarco qui est toujours absent, qui est toujours remplacé par Karl Crutchlow, qui nous manque beaucoup, on va pas se mentir. On a hâte de le voir revenir. D'ailleurs, il y a eu pas mal de reportages sur sa blessure et sur sa convalescence sur Canal durant la trêve estivale, et c'était très très intéressant à voir. Si vous n'aimiez pas Zarco, il suffit de regarder un épisode et vous ne pourrez plus ne pas l'aimer. Et on a aussi Lequana qui remplace Fermín Aldeguer qui est encore en rémission suite à sa fracture à une vertèbre à ACN. On a Viñales qui est toujours blessé à l'épaule, qui est remplacé par Paul Espargaro. On a Fernandez qui a fait une wildcard pour Yamaha ce week-end. Et puis surtout, on a Marco Bezzecchi qui était de retour après sa fracture de la clavicule au Sachsenring, qui lui l'avait empêché de disputer la course. Ça fait beaucoup d'infos. On pourra revenir en détail dans le débrief après les courses. Je vais vous donner rapidement les résultats, comme ça on va pouvoir discuter de tout ça. Côté pole position, on a Martin qui prenait la pole devant Fernandez et Ogura avec le record de la piste pour Martin. DJ 4e, Bezzecchi 5e et Marc Marquez 6e. Côté français, on a Quartararo 13e et Bagnaia qui lui est 16e. Donc déjà des qualifications compliquées pour l'Italien. Et côté sprint, c'est Martin qui avait pris la victoire devant Ogura et Bezzecchi. Et puis côté MotoGP, on a juste un petit peu échangé les places des pilotes et les pilotes Trackhouse, puisque c'est Fernandez qui vient prendre la victoire devant Martin et Bezzecchi. Quartararo lui a terminé durant la sprint à la 14e place et durant la course à la 16e place. Côté championnat, c'est toujours Martin en tête avec 240 points, Bezzecchi 209 et Ogura avec 203. C'est le triplé Aprilia pour le moment.
j'ai assez parlé pour l'instant. Nico, qu'est-ce que tu as pensé du week-end des Ducati? Compliqué pour les Ducati, hein. Effectivement, ça fait le lien aussi avec les concessions, hein, qui redescendent en catégorie B. Très compliqué pour les Ducati, pas de grille. Alors même si effectivement Marquez a souligné après la course, il disait que le problème c'était lui. Bon, c'est bien, hein, il tire pas sur son constructeur, mais quand tu vois quand même que il y a finalement à peu près que Alex Marquez qui s'en sort. Et puis la nette domination des Aprilia surtout quoi, c'est qu'il y avait il y avait pas match là, il fallait avoir une Aprilia pour jouer devant. Donc ouais compliqué pour les Ducati effectivement et puis catastrophique surtout pour Pecco quoi qui passe un week-end en enfer quoi, même s'il y avait des problèmes physiques apparemment sur son d'opération du canal carpien. Alors je crois qu'il y avait syndrome des loges et canal carpien en plus, hein, si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il y avait aussi syndrome des loges. Et bref, tout ça pour dire que ça a apparemment assez mal pas cicatrisé aussi rapidement et que voulu. Et puis ouais, c'est une cata. Pecco, là, on retrouve le Pecco de la fin de saison dernière, quoi. Il y a des commentaires qui disaient qu'il avait mal au bras parce qu'il avait appris à donner le biberon pendant la trêve estivale et qu'il pouvait pas tout faire. Mais c'est ça, il a pas très bien dormi. Ça fait 3 semaines qu'il dort mal et là, on l'a vu. Bah c'est ça, il n'y a pas de congé paternité pour les pilotes, mais effectivement, 16e sur la grille, 17e en sprint à 23 secondes sur 10 tours pour finir juste devant Paul Espargaro. En course, pareil, c'était après 7 tours à 15 secondes en étant juste devant les Kona, Fernandez et Espargaro, donc vraiment c'est juste devant les remplaçants. Donc même s'il y a des problèmes physiques, effectivement, c'est un peu un week-end à oublier. C'est pas le seul, Thibaut, qui était en difficulté. Marc Marquez aussi a eu un week-end dont il aurait peut-être préféré se passer. Oui, c'est sûr, Bagnaia catastrophique comme on a pu le voir en fin de saison dernière. Et pour aller Marc Marquez, lui aussi en difficulté, et on sentait dès le vendredi qu'il n'était pas non plus, qu'il n'allait pas dominer. Un peu comme à Sennes, où il avait terminé de mémoire 7e, où il était aussi un peu en difficulté. L'année dernière, déjà Silverstone, il avait eu du mal. Donc c'est vrai, ok, il a gagné 3 courses sur les 4-5 dernières courses. Mais tout le monde se disait là pendant l'été, Marc Marquez, on peut déjà lui donner le titre, il est revenu, il va gagner toutes les courses. Mais en fait non, pour moi, certaines courses, il va les gagner. Donc là, il a de la chance, il va arriver à Aragon, Saint-Marin, 2 circuits qu'il adore, où donc là, il sera le favori. Mais on voit que sur les circuits où il est pas le meilleur, il galère quand même pas mal. Pour rappel, comme depuis qu'il est arrivé en MotoGP, il n'a gagné qu'une seule fois à Silverstone. Et c'est un circuit qu'il a pas, qu'il apprécie pas particulièrement. Et c'est vrai, le samedi, il a eu les problèmes de pneus le samedi, et après le dimanche, quand on lui a demandé ce qui s'était passé, quel était le problème, il a tout simplement rendu mi. Voilà, le problème c'est lui. Et il avoue qu'en fait, voilà, c'était pas un problème de moto. Il est pas comme d'autres à dire, à trouver des excuses. Là, il a bien dit que c'était le problème aussi venait de lui. Effectivement, c'est un week-end un peu compliqué, mais au moins il a l'honnêteté de reconnaître que le problème c'est lui et que c'est pas la moto et de pas renvoyer la difficulté sur son team. Côté Ducati, à l'inverse, son frère c'était le meilleur week-end. C'était le meilleur pilote Ducati du week-end puisqu'il a fini 2 fois 4e. Puis on a dit Jack avait passé un pas trop mauvais week-end en étant 5e et 6e comme toujours, il reste placé. On a même Morbidelli qui a fini dans le top 10, donc un peu mieux que d'habitude. Celui qui aurait mieux fait de rester chez lui aussi, c'est Lecuona qui était en Q2 directement, mais les 2 courses se sont terminées par terre. C'est dommage pour le pilote qui re-signe d'ailleurs avec Ducati en World Superbike pour l'année prochaine. Un week-end un peu compliqué aussi pour KTM au final avec Acosta qui est 5e à 6 secondes, Binder 8e à 22 secondes. Encore une fois, Nico, Acosta, sans Acosta, KTM finit un peu aux oubliettes. Ouais, c'est clair. Et on peut même s'inquiéter. Alors là, la hiérarchie va sans doute bouger pour l'année prochaine, etc. Mais vu le leader technique et même juste en termes de performance qu'est Acosta chez KTM, on peut s'inquiéter aussi chez KTM de se dire l'année prochaine comment on va faire sur lui quoi. Il porte l'équipe et la marque c'est assez impressionnant.
est régulier. Alors on voit qu'il en manque et c'est difficile pour lui de jouer des podiums. À la limite ça peut se faire, mais des victoires c'est quand même trop compliqué pour lui. Malgré ça, voilà, il est quand même de très très loin devant. Là, je regarde le championnat, il a quasiment 100 points de plus que Binder. C'est énorme. Il a plus du double de points que Binder. Donc ouais, non, Acosta fait une saison qui est en fait on exceptionnelle pour la moto qu'il a, parce que il masque vraiment les difficultés de cette moto-là. Mais le problème c'est que c'est très mal payé, parce que il a pas de niveau qui lui permette il a pas de moto qui lui permette de se battre pour des victoires. Ouais, je te rejoins là-dessus. Surtout que l'année prochaine pour KTM, pour l'instant le line-up Tech 3 est pas encore dévoilé, mais côté team officiel, c'est Alex Marquez et Digia qui sont tous les deux des très bons pilotes. Ça, il y a aucune raison de leur mettre en question. Par contre, c'est pas des pilotes qui ont la hargne d'Acosta, autant dans le comportement que dans la parole. C'est des pilotes qui sont un peu plus doux. On l'a vu avec Alex Marquez quand il était chez Honda à l'époque où son frère Marc Marquez était blessé. Quand Honda était en chute libre toute la saison, c'est pas Alex Marquez qui allait remonter la moto non plus, ni le niveau. Au contraire, il était en déperdition lui aussi en même temps. Donc est-ce que ça va encore plonger et tirer vers le bas les pilotes, comme ça a pu faire avec Bastianini, qui est un pilote exceptionnel et qui se retrouve à être en galère tous les week-ends? Ça, c'est la grande question qu'on va pouvoir se poser concernant KTM l'année prochaine. Ouais, mais Nico, pour moi, t'as tout dit quand tu dis qu'Acosta, en fait, il fait du mieux possible avec cette moto. Parce que si on regarde le résultat brut, Acosta 5e, Binder 8e, on se dit bon, ouais, ok, c'est pas non plus un gros. Alors, ils sont proches l'un de l'autre. Sauf que tu en as un à 6 secondes de la victoire et l'autre à 22 secondes. En fait, c'est ça surtout. C'est C'est l'écart énorme. à chaque fois. Et comme tu dis, Ophélie, l'année prochaine, moi j'ai quand même bien un peu peur, parce que ce soit Di Giannantonio, Alex Marquez, on sait très bien que, et on l'a déjà vu, si la moto ne leur convient pas tellement, c'est pas eux qui vont sauver KTM. Et côté Tech 3, bon, c'est pas officiel, mais les pilotes seront Marini et Ajus. Marini, bon on voit ce qu'il fait avec Honda, ok, top 10, donc au mieux top 10. Et Ajus, ça risque d'être un Augusto Fernandez, Rémi Garner. Oui, puis si c'est pour faire avec Ajus ce qu'ils ont fait avec Rémi Gardner à l'époque, d'avoir un pilote qui a du potentiel, mais parce que les résultats sont pas là, ils le changent, Au bout d'un ça va an. encore plomber un pilote qui a un haut Ouais. niveau. Et puis surtout, quand tu regardes le management de KTM depuis les changements avec Poncharal, il y a pas vraiment de remise en question de la part du team. C'est là la trêve estivale, on a pu voir des taquets envers Vignales, ça il y a pas de souci. Par contre, se remettre en question, dire que la moto n'est pas à la hauteur, dire que la moto a pu être dangereuse, il y a peu voire pas de communication autour de ça, et de dire OK, là on est en déperdition mais on fait en sorte d'aller mieux. Ce qu'a pu faire Honda et ce qu'a pu faire Yamaha, même si c'est pas là où on les attend au maximum. Oui, puis comme tu dis, avec l'histoire avec Vignales, où quand même on annonce pendant tout l'été, on a entendu que Vignales terminerait pas la saison, qu'il allait être viré. Vignales qui met des messages sur Instagram pour dire qu'il va continuer, qu'il terminera la saison, qu'il n'ira pas en Superbike. 2 jours après, Vignales, finalement, je suis forfait pour Silverstone. C'est aussi pour ça que peut-être que Tech 3 n'a pas annoncé encore ses pilotes. Ils ont déjà le problème Vignales un peu à régler, et puis un peu, je pense qu'ils veulent faire un peu profil bas. Qu'on évite de parler d'eux que pour un peu les polémiques, les transferts, tout ça. Mais c'est sûr que là, les résultats ne sont pas là du tout. Ouais, c'est possible. Du côté des teams, pour lesquels les week-ends étaient encore une fois, pas simples, on va parler des 2 en même temps puisque de toute façon, c'est aussi catastrophique, pour l'un que pour l'autre. On a d'un côté, Honda avec un Marini qui termine 9e. On peut se dire que bon, c'est pas si mal, mais on a quand même Morera 10e à 24 secondes. Mir n'a encore une fois pas terminé le premier tour. Crutchlow qui fait un double abandon. Et puis du côté de Yamaha, on a Quartararo qui est pénalisé pour son capteur de pression qui était pas correctement connecté, donc impossible de savoir si la pression était correcte. Il termine en piste à 27 secondes, il dit que pour lui ça a été très compliqué, surtout en voyant les chronos de Martin et Bezzecchi à la fin de la course. Miller à 29 secondes, Toprak à 41 secondes. On a l'impression que les deux manufacturiers, aussi bien les manufacturiers que les pilotes, ont passé un week-end un peu en enfer. Catastrophique. Un Marini Morera, comme tu dis, 9 et 10, pareil, c'est pas trop mal, mais c'est un peu comme Binder. Ils sont à plus de 20 secondes, 24 secondes. Mir, alors,
Mir a quand même terminé la course sprint, faut le noter. Et puis pour Yamaha, Quartararo a failli passer en Q2. Il a terminé 13e, il était 13e sur la grille, 3e en Q1, à 5 centièmes de la Q2. Il a tout donné. Et puis après, les courses, comme trop souvent cette saison, il a fait un bon départ, mais derrière, il recule assez rapidement et disparaît. Et il termine 12e à 27 secondes, Miller à 13e à 29 secondes, et surtout Toprak, qui était, pendant une bonne partie de la course, il se battait avec Paul Espargaro. Donc en fait, là aussi, Toprak, c'est une catastrophe complète depuis quelques courses, et tout le monde est complètement perdu. Miller ne dit rien parce que bon, c'est fini pour lui aussi en fin de saison et il risque d'aller en Superbike chez Yamaha, donc dit rien. Un Quartararo, là honnêtement, le capteur de pression qui n'est pas correctement connecté, donc il est disqualifié, il se prend 16 secondes de pénalité. Quartararo a rien dit, mais je pense qu'il doit en rigoler quand même. Dans son jet en rentrant en Andorre, il devait quand même bien se marrer, se dire vivement que je parte. Et encore, il a été politiquement correct quand il a fait ses déclarations à Canal après la course. Quand ils lui ont demandé ce qu'il attendait de la fin de saison, c'était de ne pas me blesser. Alors il aurait pu dire j'attends juste de me barrer. Non, il a dit de ne pas me blesser. Et je trouve qu'il a été correct, alors qu'il aurait pu être un peu plus virulent, parce qu'au bout d'un moment, il l'a déjà été, t'as beau en mettre effet. toutes les formes possibles. Ouais, et puis t'as beau mettre les formes, dire ok, Quartararo il fait des grandes déclarations, il met des grands taquets, etc. Yamaha, ils tendent le bâton pour se faire battre à un moment donné. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que franchement, je trouve, on l'a connu tellement virulent par moment avec Yamaha, en sachant que là maintenant, il sait qu'il part et qu'il a signé sa annonce, etc. Je le trouve extrêmement poli et courtois, parce que là, il aurait toutes les raisons de flinguer Yamaha, mais non, il le fait pas, et c'est même, ça me surprend, c'est même un peu décevant. Qu'est-ce qui t'arrive, Fabio, là, mais... Ça se voyait quand même dans son langage corporel, tu te disais, ok, il faut pas qu'il ait un directeur de Yamaha devant lui, là, tout de suite. Ouais, c'est sûr. Mais après, non, de toute façon, Yamaha, c'est assez simple, et c'est les seuls à régresser. C'est les seuls à régresser, à ne pas améliorer leur chrono, donc c'est assez simple finalement, c'est une cata, quoi. Et non, je te rejoins là-dessus, Nico. Il y en a par contre pour qui le week-end a été très très satisfaisant. Je l'ai gardé pour la fin, puisque le meilleur pour la fin finalement, c'est Aprilia avec Raúl Fernandez qui gagne sa deuxième course, 3 podiums de suite le dimanche, quasi la moitié de ses points de championnat sur les 3 derniers week-ends. On a aussi Martin qui avait une très très belle opération, puisque premier en sprint, deuxième en course. Thibaut nous parle de peut-être le titre cette année, moi j'y crois encore pour l'Italien. On a eu Ogura qui a fait la première erreur de la saison le dimanche, puisque il est tombé, mais c'est la première fois qu'il marque 0 points en dehors d'un problème mécanique à Austin qui l'a fait évidemment ne pas marquer de points, mais c'était pas de son fait. Et on a Bezzecchi, en toute objectivité, qui était clairement l'homme du week-end, puisqu'il revient d'une blessure. Il a pris vraiment tarif. Il a fini la course du dimanche dans un état à se demander s'il allait pas s'évanouir en descendant de sa moto. Un très très beau vendredi, une course sprint en serrant les dents, avec la douleur au genou et à la clavicule, mais il finit quand même 2 fois 3e. Je pense qu'il est revenu en montrant que tous les on-dit de la trêve estivale, tout ce qui a pu être dit avant avec la pression, etc. Il avait envie de montrer qu'il était de retour, et au final, Aprilia a fait un très bon week-end, puisqu'ils ont fait 2 fois un triplé, Thibaut. Ouais, Aprilia, était au-dessus ce week-end. Alors très souvent, les années précédentes, ils étaient très rapides à Silverstone. L'an dernier, c'est Bezzecchi qui avait gagné. Mais donc c'est pas une surprise de les voir aussi bien. Raúl Fernandez, donc quand même, qui dès le départ part devant, il se retrouve à un moment avec 4 secondes et demie d'avance. La course était pliée. Là, depuis les 3 derniers week-ends, on commençait à se demander est-ce que Raúl Fernandez doit être prolongé chez Trackhouse. Là, il met tout le monde d'accord. 3 podiums de suite le dimanche. Bezzecchi, pour moi aussi, ouais, c'est vraiment l'homme du week-end, parce que, alors, ok, il était blessé, mais c'est surtout les 4 courses précédentes, les 4 week-ends précédents où il n'avait pas marqué de points. Entre Assen, où il se prend un gros volume dès le premier tour, la Hongrie, où Martin fait un strike, l'emmène par terre, la République tchèque, où on rappelle quand même qu'il ne fait pas les courses après avoir claqué le commissaire. Donc là, Bezzecchi, il jouait quand même très très gros sur ce week-end-là, en plus en étant blessé.
Donc, je m'étais dit, moi, s'il fait top 5, top 6, ce serait déjà bien, au moins repartir de l'avant. Et là, Bezzecchi, en fait, il fait podium. Donc, vraiment grosse perte de sa part. Ogura, comme tu disais, première erreur de la saison, mais encore une fois, il était là, il était dans le top 5. Il aurait pu encore faire des podiums. Et puis Martin, régulier. Les autres ne font un peu des erreurs, ne sont pas très bien. Donc, un Marc Marquez n'est pas très bien, tout ça. Martin, il gagne la sprint. En course longue, on a un Alex Marquez aurait pu finir devant Martin. Il fait une erreur. Martin termine deuxième. Enfin voilà, pour Martin, il prend les points quand il faut prendre des points. Et donc, pour le championnat, il peut être important. Oui, clairement, pour moi, ça va se jouer entre Martin et, avec un peu d'espoir, Bezzecchi, s'il arrive à revenir en forme dans 2 semaines après avoir pris du repos suite à ses blessures. Mais je pense que le titre pour une Aprilia, c'est assez évident si la saison se continue comme ça. Nico, est-ce que tu as quelque chose? Oui, mais vu que tu sais, dans ma tête, Marquez n'existe pas, même s'il termine premier. Non, effectivement, Marquez est en mesure d'aller chercher le titre, mais Martin a quand même un peu d'avance et il peut aller faire de belles choses. Et même s'il part à la fin de la saison, il peut aller chercher le titre et partir encore une fois avec le numéro 1 dans un nouveau team. Ouais. C'est justement, tu vois, pour rebondir là-dessus, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même fou de se dire que potentiellement la Yamaha peut se retrouver avec le numéro 1 l'année prochaine. Ça me paraît tellement improbable parce que Martin il sait mais c'est fou quoi. Et Martin il sait gagner des titres, il sait faire, il a l'expérience, il est intelligent, voilà. C'est franchement très solide et puis en plus ça a l'air de vraiment bien se passer avec son équipe. Ce qui n'était pas gagné en sachant qu'il part et vu les relations qu'il y a eu l'année dernière principalement. Martin, ça peut aller au bout. Moi, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur Marc Marquez, tout le monde a dit le comeback, il va revenir, il va plier. Je suis pas persuadé que ça va être aussi facile que ça. Prochain Grand Prix, il va plier tout le monde, hein. Mais en dehors de ça, je pense que ça va pas être si facile que ça, que ce qu'on disait il y a un mois et demi, dans le fait d'aller chercher un championnat. Après, encore une fois, il faut pas sous-estimer Marquez. Ça reste le champion du monde qu'on connaît, ça reste l'homme aussi talentueux. C'est pas parce que il galère un petit peu à Silverstone qu'il faut se dire bon le titre. Mais en fait, pour moi, ça c'est comme avec tous les pilotes. C'est comme avec tous tous les journalistes qui ont enterré Bezzecchi parce que pendant 4 courses il était en galère. C'est comme tous ceux qui enterrent Bagnaia. Les pilotes sont là parce qu'ils ont le niveau et parce que c'est les meilleurs champions de la terre. Non, mais complètement. Il faut pas enterrer Marquez, mais comme il faut pas enterrer son opposition non plus, c'est pas des peintres en face de lui. Donc, clairement. Mais non, et puis après, ouais, juste un mot pour Bezzecchi, effectivement, ouais, je suis assez d'accord. Assez d'accord avec toi. C'est comme l'homme du week-end et il était attendu au tournant parce que les 4 dernières courses avant la trêve étaient catastrophiques. Je pense qu'il aime être dans la position du chasseur et pas du chassé. Donc à voir. En fait, il faut qu'il prenne il faut qu'il gagne le championnat dans le dernier Grand Prix, quoi, dans l'idéal pour lui. Mais ouais, en tout cas, non, c'est bien de le voir aussi à ce niveau-là parce que c'est un bon mec. Et puis il mérite aussi, voilà, tout simplement d'être de jouer. Nous, on veut le voir gagner des courses, quoi, pas galérer comme on l'a vu sur les dernières courses. Après, moi, ça m'a quand même fait me poser la question des obligations médiatiques des pilotes. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas des peintres. Ils font ce travail parce qu'ils font ce travail et que c'est des sportifs de haut niveau. Mais quand tu vois l'état du pilote et la manière dont il termine la course, devoir aller répondre à toutes les interviews, devoir aller sur le podium, aller aux conférences de presse, etc. À un moment, est-ce que on pourrait pas aussi dire bon bah là, en fait, ils sont pas en état. Enfin, c'est juste le mec, il est sous antidouleur tout le week-end. Il termine, il est livide. Il y a quand même la performance à saluer et un peu d'humain à remettre au centre de tout ça. Je pense qu'on a fait le tour pour ce week-end anglais, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Pour moi, c'est bon, hein. On est complet, je pense. Et ben dans ce cas-là, les garçons, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On va se retrouver fin août pour le Grand Prix d'Aragon. En attendant, pour ceux qui sont en manque de moto, dans 15 jours, nous, avec ART72, que vous connaissez très bien, dont Nico et François font aussi partie, on se retrouve au Mans, au CIK, pour les 23h60 avec nos 2 sublimes Yamaha. Et vous pouvez venir nous voir puisque la course est totalement accessible gratuitement au public. C'est
une course d'endurance. Ça commence le samedi après-midi, ça finit le dimanche après-midi. Il y aura du beau temps, des gens sympas, des belles motos, de la bière. Il n'y a pas de raison de pas venir, surtout que c'est les vacances. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit message si vous venez. Ça sera avec grand plaisir. Vous pourrez même passer et jeter un œil à nos sublimes motos. Et puis en attendant, pour ceux qui préfèrent juste nous écouter, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, que ce soit Apple, Deezer, Spotify, etc., ainsi que YouTube. Et si vous avez envie de parler de MotoGP avec nous, on est toujours sur Facebook, Discord et Twitter. C'était un plaisir de vous retrouver, Nico et Thibaut. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Salut.